Comme l'ont dit aussi bien Claudie Aigneret que Frédéric Louzot à l'ouverture de cette journée, pour nous, l'intervention d'entreprises et d'entreprises mécènes dans le cadre de cette chaire ne répond pas seulement à un objectif de faisabilité financière de la chaire, mais aussi à ce que nous avons considéré comme très important dans le fait d'avoir cette boucle d'échange, d'avoir cette implication d'acteurs venant du monde économique, venant de l'entreprise, dans la construction même du processus, dans les échanges qui ont eu lieu au fil de l'eau. Et pour cette raison, nous avons souhaité, dans cette journée conclusive, dans ce colloque de fin, proposer à deux de ces entreprises, on en aurait pu prévoir toutes, puisque toutes sont très présentes. On a entendu tout à l'heure Gervais Pellissier au titre d'Orange notamment, qui a été également très actif dans le processus. On a voulu proposer donc à Françoise Mercada del Sal et à Lionel Bourgeon donc pour la Société Générale et à Lionel Bourgeon pour Soprasteria d'intervenir à nos côtés dans le cadre de cette journée et d'avoir un temps spécifique dans lequel on souhaitait qu'ils puissent revenir sur les raisons pour lesquelles les questions de la chaire leur importaient, les façons dont ces questions se convoquent depuis l'intérieur de leurs organisations, les façons dont ils ont pu vivre aussi le voisinage avec la chaire, la participation à ces travaux-là, et puis aussi les perspectives qu'ils peuvent souhaiter dresser en la matière. Donc je vais proposer peut-être à l'un puis l'autre d'intervenir et ensuite de croiser leur point de vue, en commençant par Lionel, en commençant par Soprasteria, que vous ne connaissez pas forcément tous, que vous connaissez sous d'autres vies antérieures, notamment puisque Soprasteria est la grande société de services informatiques qui a vu la convergence de plusieurs histoires précédentes pour constituer aujourd'hui un groupe international très conséquent dans le domaine de l'informatique. Donc vous faites partie des gens qui conçoivent le monde du numérique de demain avec des questions à l'intérieur de ça. Lionel. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, je me présente juste peut-être en quelques mots. Je suis executive partner chez Soprasteria Consulting. J'ai un peu plus de 15 années d'expérience dans le domaine du numérique. Et je viens d'être récemment nommé à la tête de la direction de la transformation du groupe sur le volet learning et compétences. Donc, tout ce qui est autour de l'humain et quelque part des compétences et de l'évolution de l'humain par rapport aux enjeux du numérique est un enjeu majeur aujourd'hui pour notre groupe. Françoise. Écoutez, d'abord merci. Merci d'avoir fait ce parcours. Je vais peut-être commencer en vous disant que quel nez vous avez eu d'intituler cette chaire l'humain au défi du numérique quand vous l'avez lancée. Et c'est la réunion de clôture aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, c'est l'occasion de relancer une nouvelle réflexion, parce que finalement, le sujet est plus ouvert encore aujourd'hui qu'hier. Et on voit que l'accélération technologique qui se poursuit ne cesse chaque jour de ramener des questions à ce titre qui sont ouvertes, qui continuent d'être ouvertes, voire qui chaque jour se complexifient de nouveaux paramètres. Donc nous le partenariat avec cette chaire, il a été d'une quasi-évidence à la première seconde, parce qu'on a compris l'intention. Et il se trouve que c'est la façon dont, au sein du groupe Société Générale, nous avions décidé d'aborder le sujet. C'est-à-dire que assez tôt dans notre réflexion, s'est fait jour cette idée que la transition numérique, c'était évidemment une évolution considérable des outils, mais qui transformait puissamment, considérablement l'ensemble des relations entre les humains, finalement l'ensemble de l'humanité. Alors nous, c'est un philosophe qui nous a éveillés depuis le début sur cette histoire-là, qui s'appelle Michel Serres. Et je pense que tout ce qui a été travaillé au sein de la chaire depuis le début sont des choses qui résonnent véritablement avec ce qu'on avait découvert à l'époque. Le sujet, il est loin d'être clos, parce que je crois qu'on n'est qu'au début de la compréhension de ce que ça change véritablement, si tout change. Et les débats qui sont
multiples aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle et de la question de savoir si nous sommes dans la guerre ou pas des intelligences, comme le dit Laurent Alexandre. Comme le prédit, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire le dernier livre de Yuval Harari, qui prévoit la mort de l'humanité carrément, avec finalement l'entrée dans une confusion des cerveaux organiques et des cerveaux mécaniques ou numériques. Donc, d'entrée, un grand intérêt à suivre vos travaux, grand intérêt à l'originalité aussi que vous avez su imprimer dans la façon de faire avec ces anti-séminaires, ces consultations de tout un univers de gens différents. Donc voilà pourquoi nous vous avons suivi et nous en sommes très heureux. Ça a accompagné une transformation profonde au sein de notre groupe, qui est loin d'être terminé, qui n'est qu'un début. Transformation profonde du socle technologique, d'ailleurs en partenariat avec nos amis de Sopra Steria notamment. Juste un point là-dessus, c'est qu'on est toujours en train de courir après l'évolution technologique. C'est quand même complètement fou. C'est-à-dire que quand vous croyez avoir compris un truc, vous êtes déjà dépassé. C'est-à-dire que moi, il y a 5 ans, quand j'ai décidé de lancer un cloud interne au sein du groupe Société Générale, je faisais figure de précurseuse. Aujourd'hui, on est en retard, alors qu'on a quand même réussi à mettre pas loin de 70% de nos applis, 12 000 applications déjà dans le cloud, ce qui est quand même un beau score. Et puis chaque jour viennent sur la place de nouvelles découvertes, de nouvelles technologies, beaucoup de buzzwords aussi que nos amis s'empressent de propager parce que, évidemment, donc il faut que l'ensemble des entreprises développent des compétences technologiques, intellectuelles, vraiment fortes, scientifiques, pour pouvoir suivre ce mouvement-là. Et il y a un rôle très particulier des communautés d'ingénieurs au sein de nos entreprises. Alors il se trouve que dans la banque, il y en a beaucoup, c'est une grande chance. Mais pour comprendre ce qui se passe, pour décrypter ces évolutions et pour ensuite les amener tranquillement à l'ensemble tranquillement ou rapidement à l'ensemble des métiers. Mais il y a souvent un décalage au sein de nos entreprises entre la compréhension que peuvent avoir les ingénieurs ou les scientifiques des évolutions en cours et de leur impact, et puis la compréhension qu'en ont les métiers. On a souvent des métiers, souvent je dis, pas toujours, qui sont un peu en arrière de la main et qui freinent en disant « Non mais attends, tu vas pas venir encore nous raconter que grâce à un chatbot, tu vas faire la révolution. » Bah écoutez les amis, je vais peut-être pas faire la révolution, mais sauf que si je l'ai pas, mes clients demain resteront pas chez moi. Voilà, donc peut-être sur ce sujet-là, je vais aussi me tourner vers Lionel, puisque ça appelle un des sujets qui au fond nous sont chers. C'est Françoise a commencé par des questions sur au fond l'interne des organisations humaines. On va peut-être passer quelques minutes sur ce point-là. Est-ce que depuis le début de la matinée, on se dit, on est parti d'inquiétudes et d'angoisses qui sont au fond liées à ces transformations, à l'arrivée du numérique, etc. Et à la question de dire est-ce que le numérique retire ce qu'il y a d'humain dans l'entreprise, est-ce qu'il limite la part de l'humain? Et je pense que ça fait partie des interrogations qui sont à la base même de raisons pour lesquelles Sopra Steria est venu contribuer à la chaire. Oui. Alors, mon point de vue et notre point de vue, c'est que finalement, le numérique ne retire aucun pouvoir à l'humain, bien au contraire, il renforce son rôle. Alors, pour moi, c'est très marquant dans le domaine de la sphère privée. Aujourd'hui, grâce au numérique, finalement, plus on se transforme avec le numérique et plus l'humain prend du pouvoir. Si vous prenez n'importe quel individu, ce que je dirais normalement connecté, qui rentre chez lui après une journée de travail, qui s'installe confortablement dans son canapé, si cet individu il décide de, je ne sais pas, financer une expédition au fin fond des steppes de Mongolie, ou alors de devenir la star de son réseau, ou encore même de passer un MBA avec une prestigieuse université étrangère, cet individu il détient ce pouvoir juste au bout de son doigt grâce à son smartphone. Et finalement, le numérique a renforcé le pouvoir de l'humain. Toute la difficulté qu'il y a quand on se recentre sur le domaine le contexte de l'entreprise,
c'est finalement, on a aujourd'hui des gens qui se sentent renforcés d'un pouvoir limite suprême dans la sphère privée, mais que dans le monde de l'entreprise, on a beaucoup de mal, ils ont beaucoup de mal à retrouver ce pouvoir. Et c'est pour cela qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, en parallèle de leur transformation numérique, où il y a beaucoup d'évolutions sur le système d'information, sur les nouveaux outils, il y a tout un tas de réflexions sur les organisations, sur les façons de travailler, pour justement redonner du sens pour les collaborateurs dans un projet d'entreprise. Et finalement, plus on se transforme avec le numérique, plus on voit que les façons de travailler, les façons de s'organiser dans l'entreprise sont centrées sur l'humain. On parle beaucoup des approches agiles, on parle beaucoup de finalement la décentralisation des responsabilités pour avoir des approches bottom-up, de redonner du sens. On parle d'approches de co-design, de design thinking. Finalement, plus on avance vers le numérique, plus les façons de travailler sont centrées sur de l'humain et sur du collaboratif. Et est-ce que ça veut quand même pas dire, moi je souscris volontiers à ce que vous constatez, mais est-ce que ça veut quand même pas dire que, d'une part, y compris dans la sphère privée, nous devons apprendre à avoir du pouvoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons apprendre à être en position, non pas seulement de pouvoir technique ou de pouvoir théorique, mais de capacité à l'exercer, autrement dit, à faire des choix, à ne pas tout faire, à orienter nos façons de faire. Et que de la même façon, dans les entreprises, dans vos organisations, il y a besoin d'apprendre à travailler dans des contextes où les pouvoirs sont beaucoup plus distribués, précisément, et où il va se passer tout un ensemble de choses, alors peut-être d'horizontalité, peut-être en tout cas de déprise de la part des pouvoirs structurants de l'entreprise. C'est une question un peu à tous les deux. Oui. Pour moi, un des enjeux majeurs de la transformation numérique sur les entreprises, c'est principalement sur les modèles de management. Il est clair que aujourd'hui, les collaborateurs, il y a une étude de l'Institut Gallup, je crois, qui évoque qu'en gros, aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il y a seulement 11% des collaborateurs qui se déclarent engagés. Alors, ce n'est pas que lié au phénomène du numérique, mais c'est quand même un indicateur, un marqueur assez fort. Et l'importance, pour moi, ce qui est primordial pour les entreprises, c'est d'arriver à réengager les collaborateurs en justement travaillant sur le fait de les réimpliquer plus, les responsabiliser plus, leur faire partager plus largement un projet. Et là, clairement, ça va passer par un changement drastique du modèle managérial qui est sans doute aujourd'hui beaucoup trop infantilisant dans beaucoup d'entreprises. Il est clair que le rôle du manager doit évoluer. Le manager de demain ne doit plus, et même d'aujourd'hui, ne doit plus être quelqu'un qui donne des ordres mais du sens, qui est plus dans la gestion mais dans la motivation, et qui est plus dans la responsabilisation, enfin, qui est pas dans le fait dans le contrôle, mais plutôt dans le lâcher prise. Et ça, c'est un changement culturel majeur. Pour moi, la transformation numérique des entreprises passe par une transformation culturelle du management profonde. Oui, alors, Internet, c'est pas tellement une question de pouvoir en premier chef, c'est une question de savoir. On sait tous que, effectivement, c'est cette diffusion extrêmement large du savoir qui change totalement les positions et les postures de pouvoir. Donc, évidemment, ça change ces relations-là dans l'ensemble de la société, ça change dans les entreprises. Et l'enjeu, et je le partage complètement, et cette espèce de retournement qu'il faut réussir à faire pour positionner le manager en animateur de communauté, hein, dans un mouvement de soutien et de support, plutôt qu'en personne seule, unique, détenant l'intégralité du savoir, non partagé, tout en haut d'une sorte de pyramide. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais quand l'âge moyen est ce qu'il est dans nos entreprises et qu'on a été élevé comme on l'a été et qu'on est en France par-dessus tout, c'est pas des renversements culturels qu'on fait extrêmement simplement. Et ça demande des arrachements finalement, et moi qui l'ai porté pour le groupe, notamment en incarnant ces nouvelles méthodes de management dans nos nouveaux locaux à l'est de Paris. On a cherché à aller au bout véritablement de ce que ça voulait dire que manager à l'ère 3.0, et on a fait sortir de terre un bâtiment de pas loin de 100 000 m² dans lequel on a installé 6 000 collaborateurs qui venaient de la Défense et qu'on a amenés à l'est de Paris, dans un mode
de fonctionnement totalement horizontal. Voilà, mais vraiment, et sincèrement, c'est-à-dire que nous sommes tous en flex office, il n'y a pas de bureau, y compris pas de bureau de chef. Et c'est là qu'on a vu, on est doté évidemment de toute la technologie nécessaire, on est totalement nomade, on se connecte de n'importe où. Et c'est là où on a vu, mais alors expérimentalement, mais je dirais presque à l'œil nu, on a vu se transformer les relations. C'est extraordinaire. Et j'ai pu voir comment certains étaient mis dans une difficulté humaine, personnelle, considérable. Parce que finalement, les protections qu'ils avaient acquises dans le mode de management précédent, les couches, vous savez, de pelure d'oignon derrière lequel on se cache pour pas trop dire qui on est, puis on ferme sa porte, etc., tout ça vole en éclats. Cette espèce de supervision physique, je vérifie que mes collaborateurs sont bien là à telle heure, etc. Bah oui, mais là, il n'y a plus de bureau, ils peuvent bouger n'importe où dans le bâtiment, et en plus, on a mis télétravail pour tout le monde. Alors, ça devient extraordinairement compliqué. Donc, il y a eu des arrachements très, très difficiles, et puis il y a eu, en grande majorité, et ça a été ça plutôt notre surprise, des gens qui se sont appropriés cet outil de travail et ces nouvelles façons de travailler de manière extraordinairement agile et facile. Et on est en train de voir là, de manière, c'est plus qu'une expérience quand même, parce qu'à 6000, ça commence à faire du monde. On est en train de voir là émerger probablement ce que c'est que le management à l'ère digitale. Mais ça prend du temps, ça prend une capacité de vision de la part des grands chefs, des très très grands chefs, du plus grand chef, extrêmement forte, parce que c'est un grand saut quand on l'a fait, en tout cas nous, il y avait quand même très très peu de gens qui l'avaient fait. Ça nécessite quand même une prise de risque, c'est un saut véritablement dans l'inconnu, mais qui nous est apparu extrêmement positif. Alors, dans ton intervention de ce matin, Milad, tu as notamment insisté sur la question des architectures physiques et bien spatiales, et en fait de la parenté qu'il peut y avoir. Et je trouve que ce que vient de dénoncer Françoise est très intéressant, puisque au fond, on a l'impression, quand on est allé ensemble aux dunes, et à quelques reprises, ça a été un des lieux dans lesquels on a échangé avec les mécènes de la chaire, donc ces nouveaux espaces, on a l'impression que quasiment les architectures de la culture numérique se projettent dans des espaces physiques, et avec potentiellement peut-être des réponses aux difficultés symboliques que nous avons. Donc c'est exactement ce que j'allais dire en écoutant tous les deux, mais surtout François. C'est la transformation de l'espace qui amène à cette gestion plus humaine à l'ère digitale. C'est ça ce qui est très intéressant. Et ce qu'on a essayé de réfléchir en partie, mais vous l'avez fait, et surtout, je crois ce qui est important, vous avez osé l'expérimenter, parce que c'est pas évident à cette échelle-là. C'est en fait, il faut prendre, je ne vais pas dire le risque, mais quand même, c'est aussi un risque assez important. Et en même temps, cela revient à des questions qui peuvent être à la fois très abstraites, mais dans le cas d'une entreprise, elles sont extrêmement concrètes. C'est que cette gestion, soi-disant plus humaine, elle est dans les modalités de déléguer autrement. Et c'est une question qui revient sans cesse dans tous les niveaux de la discussion du numérique. C'est assez impressionnant quand même. Et là, on se retrouve sur... Mais moi, surtout, j'étais également impressionné par quelque chose que Françoise, vous avez dit, c'est technique intellectuelle. Et je crois que c'est un mot qui a une histoire anthropologique, mais c'est tout à fait intéressant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est à la fois, non pas seulement une technique, mais qui va prendre en compte l'espace, l'architecture, le temps, tous ces éléments-là, et surtout modifier un petit peu les règles établies depuis très, très, très longtemps. Et effectivement, c'est... moi, j'étais très frappé. J'avais vu aux États-Unis des expérimentations, mais ça peut varier. Mais quand vous l'avez évoqué également, dans le système français classique, extrêmement hiérarchique, qui est très, très enraciné, on est quand même ailleurs de ce point de vue-là, je crois. Ouais. Mais peut-être pour rebondir sur ces sujets-là, on peut décider d'avoir une vision extraordinairement optimiste. Et il faut quand on lead et qu'on manage. Mais il ne faut jamais être aveugle sur néanmoins les difficultés et les contraintes. Et moi, ce que j'observe avec l'ensemble des collaborateurs, c'est que mine de rien, ce challenge que l'humanité finalement se pose à elle-même, en inventant des machines qui sont en train de la dépasser sur des tonnes de sujets,
c'est que c'est un challenge à l'intelligence humaine qui est considérable. Et sur le terrain, ça veut dire des choses. Ça veut dire dans nos centres d'accueil téléphonique. Toutes les entreprises disposent de ce genre d'accueil. Vous avez des tas de gens qui font un job qui est juste pas très, très intéressant. Que les machines, déjà aujourd'hui, et plus encore demain matin, vont être capables de faire avec une efficacité infiniment supérieure. Parce qu'une machine, ça n'en a jamais ras-le-bol. Quand c'est insulté, ça sait répondre avec une empathie totale. Ça ne dort pas, ça ne se lève pas pour aller aux toilettes, ça ne mange pas, etc. etc. D'accord ? Mais c'est des dizaines de milliers de gens qui bossent dans ces centres d'appel, qui sont dotés d'une remarquable intelligence humaine qu'on n'a encore jamais exploitée. Et si vous voulez, je pense que là, il y a un travail dans le management qui est d'aller chercher l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de bien supérieur à l'intelligence mécanique de la machine. Mais ça veut dire mettre en responsabilité. C'est pour ça qu'on a choisi ce mode de management. C'est que moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je n'ai pas la solution. Mais en revanche, les gens qui sont là, très probablement que si je leur donne la main, ils vont la trouver. Et ils vont être capables d'inventer et de créer une valeur nouvelle que ne sait pas créer la machine. Ce que je veux juste dire, c'est que ce n'est pas une figure de l'esprit, cette histoire de compétition entre les intelligences. Elle est là, elle est à l'œuvre. C'est ultra compliqué. Ça peut être ultra douloureux pour des tas de gens. Et que quand on est un leader, on a une responsabilité d'élévation de la réflexion et de la compréhension de tout ça qui est vraiment majeure aujourd'hui. Chercher l'intelligence humaine, Lionel, on a un peu l'impression dans les échanges qu'on a pu avoir avec Soprasteria qu'il y avait, y compris au fond, une inquiétude de dire si on ne s'y prend pas bien, le cœur de métier de notre entreprise, c'est les intelligences humaines. Et si on ne s'y prend pas bien, on va faire manquer un ensemble de virages à une partie de nos 40 000 collaborateurs. C'est quand même pas exactement léger. Et donc, on va laisser du monde sur le carreau et on risque au fond quelque chose pour nous-mêmes et qu'on lit en tant qu'humain et pas simplement en tant qu'employeur dans des secteurs compétitifs. Donc, concernant par rapport aux enjeux numériques, je dirais jusqu'à récemment, Soprasteria avait un rôle assez facile, c'est-à-dire en tant que SN, puisque le numérique, avant il y avait l'informatique, nous, notre métier, quelque part, c'était d'embaucher des ingénieurs et de venir travailler pour nos clients, comme par exemple la Société Générale, pour les aider sur des expertises qu'ils n'avaient pas. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est construit sur les 40 dernières années. Ce qui est nouveau aujourd'hui avec la transformation numérique, c'est justement la montée en puissance des ruptures technologiques de l'IA, du RPA. Donc c'est très vrai sur des activités type centre d'appel, mais on va le retrouver nous aussi dans nos métiers de SN, sur aujourd'hui certaines tâches, certains métiers qui sont faits de support informatique ou autres, on a un risque, nous, quelque part, de plusieurs milliers d'emplois qui vont disparaître si on ne bouge pas là-dessus, quoi. Donc très clairement, l'entreprise a un rôle sociétal, un rôle. On ne peut pas se permettre de faire disparaître des emplois comme ça, surtout que c'est des gens qui ont une intelligence particulière, qui ont acquis une expertise en termes de connaissances métiers clients. Et donc tout notre enjeu pour nous, c'est de dire comment faire pour garder une dynamique d'évolution, une dynamique d'apprentissage dans nos différents métiers, chez nos différents collaborateurs. Mais j'irais quelque part même plus loin, c'est pas un sujet qui est spécifique à Soprasteria, je pense que c'est un sujet de société. C'est que finalement la transformation numérique et les ruptures technologiques font et défont les métiers. Aujourd'hui, on s'arrache tous les Chief Digital Officer, les Chief Data Officer, les UX Designers et autres Data Scientists. Data Scientist, métier élu le plus sexy du 21e siècle par la Harvard Business Review. Bon. Voilà, pour combien de temps Il y a des études parues récemment qui nous expliquent que 65% des enfants qui sont rentrés à l'école primaire en septembre 2016 exerceront plus tard un métier qui n'existe pas encore. Je dois vous avouer que moi, en tant que papa d'un objet connecté de 3 ans qui est rentré à l'école récemment... Le sujet est connecté quand même. Voilà, il est connecté quand même. Oui. Mais ça me fait poser des questions sur sa dérivée et finalement sur le métier qu'il va faire plus tard. Et je pense qu'on a un vrai sujet de société qui est de dire finalement,
dans ce qu'on enseigne aujourd'hui aux élèves, aux étudiants et quelque part à nos employés, je pense que ce qui est primordial, ça va être non seulement la capacité à évoluer tout au long de sa vie, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, parce qu'on va changer de métier plusieurs fois, et avoir cette flexibilité, cette espèce d'élasticité intellectuelle, c'est un véritable asset, et c'est pas évident du tout à le diffuser dans les équipes, à faire grandir les gens sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet, c'est ce qui était évoqué un peu tout à l'heure, c'est que les puissances de calcul informatique vont être de plus en plus importantes. Demain, sans doute, qu'on aura tous dans nos bureaux, sur nos ordinateurs, différents chatbots, différents robots qui nous donneront des conseils sur ce qu'il faut qu'on fasse. Et finalement, ce qu'on doit cultiver, nous, en tant qu'humains, c'est de se dire on doit garder la capacité de décision et de prendre la bonne décision. Et donc, finalement, développer le leadership et ne pas se faire remplacer par la machine sur la prise de décision, c'est sans doute le deuxième sujet le plus important d'un point de vue humain, avec l'évolutivité et l'élasticité intellectuelle. Moi, je voulais souligner un point dans ce que vous venez de dire, qui est le fait de dire nous ne savons pas quels sont, nous savons peut-être quels sont les emplois de demain, mais pas ceux d'après-demain. Ce qui paradoxalement conduit à une sorte de libération pour tous les gens à qui on a toujours dit attention à la question à former à l'employabilité, à former à des compétences qui vont permettre de sortir un emploi à la sortie de l'école, du lycée, des études, etc. Et à un moment donné, la question de ces compétences pour l'employabilité se retrouve considérablement relativisée. C'est-à-dire que c'est plus la peine de se dire, dès les parcours scolaires, voilà dans quelle petite case les gens vont habiter toute la vie. Donc paradoxalement, il y a une sorte de libération derrière ça. Oui, enfin, on n'est pas encore complètement libéré. Hein. Oui, mais si déjà on le partage... Je partage complètement ce que tu dis. Enfin, alors, on ne va pas faire le débat sur l'école, mais je crois qu'il y en a eu beaucoup. Puis ils ne sont pas terminés. Mais au sein de l'entreprise, je pense que ça questionne et ça disrupte complètement les lignes RH. C'est-à-dire que on vient ces dernières années d'un monde où on pensait qu'on pouvait tout prévoir. Alors, ceux qui connaissent le monde de l'entreprise connaissent le terme de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs. Alors c'est un bidule qu'on a inventé il y a 20 ans, qui était le NEC plus ultra, et les boîtes qui n'avaient pas de GPEC, c'était vraiment des rien du tout. Et alors donc c'est des gros travaux, mais je caricature un peu, mais c'est d'énormes travaux qui consistent à essayer d'anticiper à X années, je vais avoir besoin de tel type de profil, pas tel autre. Et donc, très rationnellement, mathématiquement, je prends ces populations-là qui demain ne me servent plus, je les forme, je les machin, etc. Et puis voilà. Et ça, pour moi, et on n'en est pas encore sorti de ça, et ça, pour moi, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est avant. Aujourd'hui et plus encore demain, me semble-t-il, il faut que ce support RH soit un support à l'auto-formation des collaborateurs. Il faut libérer totalement cette affaire-là. Il faut ouvrir totalement nos chakras, et il faut finalement que chaque individu, grâce à la diffusion du savoir massive dont il bénéficie aujourd'hui au travers de ces outils, fasse son propre chemin et invente son propre chemin. Et donc là aussi, on est dans la poursuite de l'explosion de l'économie dirigée et du management pyramidal. Il faut quelque chose qui soit ultra responsabilisant, il faut donner les outils et puis juste montrer le sens et la direction. Alors, dans les minutes qui nous restent, je crois les 2 minutes à peu près qu'on doit encore avoir dans ce trop court exercice, on a entendu, je pense, un vrai écho dans ce que vous nous dites autour d'un énoncé qu'on partage, qui est le fait de dire les transformations numériques sont notamment et avant tout des transformations humaines. C'est au fond en travaillant autour de ce qui se joue autour de l'humain que va se jouer l'avenir des façons de faire le numérique, et notamment une fois encore chez des entreprises qui le font, des acteurs qui proposent des services numériques, conçoivent des dispositifs numériques, etc., comme c'est votre cas. Si maintenant, pour conclure, je vous demandais de vous projeter et de partager avec nous ce que vous considérez comme défis pour l'avenir, questions à se poser, questions restant selon vous ouvertes, aussi bien dans la société, pour vos entreprises et pour des travaux comme les nôtres. Qu'est-ce que vous mettriez le plus en avant
quelle serait une feuille de route commune qu'on pourrait se donner, chose sur lesquelles ça serait important d'avancer. Question facile. Voilà. Non, oui, bien sûr. Non, le plus grand défi pour nous, je pense que la transformation numérique a mis toutes les entreprises face à une situation qui est finalement l'incertitude, ce qui n'est pas forcément nouveau, mais c'est la vitesse. C'est-à-dire que non seulement aujourd'hui les sociétés sont face à une problématique d'incertitude et de vitesse, et ils se disent comment faire pour accélérer la prise de décision, pour rester en vie, pour tenir les enjeux, pour pouvoir changer de cap rapidement. Et je pense que le principal enjeu pour un groupe comme le mien, c'est vraiment de réussir à faire sa révolution sur la partie managériale et organisation pour justement pouvoir être plus dans le lâcher-prise et pouvoir donner plus d'autonomie aux équipes. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on a des nouvelles générations qui arrivent, qui sortent de l'école et au-delà des compétences techniques qu'elles ont pu acquérir ou moins sur les méthodes, même s'il y a certaines choses qu'elles ne maîtrisent pas, elles sont complètement dans ce modèle-là, en termes d'ouverture, en termes de... Et c'est un sujet qu'on doit mener, nous, au niveau de la ligne managériale, pour pouvoir vraiment se transformer et avoir la pleine agilité qui va nous permettre de pouvoir changer de cap rapidement en fonction des ruptures qui vont être face à nous. Il ne faut pas se leurrer, il y en aura. Aujourd'hui, faire un plan à 3-5 ans, c'est très très compliqué et on est proche de la boule de cristal. Il faut le faire quand même parce qu'on a des actionnaires, on a des choses à dire, c'est important. Mais il faut plutôt être dans une logique de se dire, définir une cible et recalculer la trajectoire régulièrement. Et cette capacité à recalculer la trajectoire régulièrement passera par un modèle de management beaucoup plus souple et beaucoup plus en lâcher prise. Merci Lionel. Françoise. Peut-être un mot sur qui, je pense, devrait être notre préoccupation collective, qui est l'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'on parle là, on se parle entre initiés, au plein cœur de Paris, dans un endroit extraordinaire. Moi, je pense que les grands groupes de ce pays ont déjà fait très très largement leur révolution, que ces groupes soient d'ailleurs, ces grands groupes soient privés ou publics, et qu'ils ont tous les moyens qui leur permettent d'avancer. Bien sûr, il y a des embûches, voilà, effectivement, la culture ne change pas d'elle-même, etc., etc. Mais enfin, quand on a les capacités intellectuelles et financières pour aller dans ce mouvement-là, on le fait. Mais ce pays, et je le vois mieux parce que j'exerce de nouvelles fonctions dans une banque qui est une banque très régionalisée, sur le territoire, le sujet que nous avons, c'est véritablement l'inclusion numérique des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises. Et quand je parle d'inclusion numérique, c'est y compris, juste je capte pas Internet. Hein. Donc ça existe encore. Et donc on a vraiment ce sujet, on est probablement tout un certain nombre à être les locomotives de cette transformation, mais si l'ensemble des entreprises de ce pays ne suit pas, si l'ensemble des citoyens de ce pays ne suit pas, on va avoir quand même un très très gros sujet. Nous, on a des clients, ils sont très très âgés, puis il se trouve que la population française, elle vieillit. Comment on gère ces populations dès lors qu'on déciderait de basculer intégralement dans des services digitaux? Comment on les accompagne? Comment on les aide? Là, il y a une véritable responsabilité politique, sociale, collective. Donc ça, c'est ma première préoccupation. C'est-à-dire que maintenant que les locomotives, entre guillemets, ont amorcé le sujet, l'ont pas mal défriché, comment on appuie les autres? C'est un sujet aussi du Conseil national du numérique, ça très très largement. Et puis mon deuxième point, c'est que je ne vois pas comment vous pouvez vous arrêter, honnêtement. C'est-à-dire que je trouve que la question de l'humain au défi du numérique, elle est encore plus forte, encore une fois, aujourd'hui qu'elle n'y était il y a, je ne sais plus quand, 2-3 ans, quand on a commencé ensemble. Et que vraiment, cette question encore une fois, la fusion des intelligences, parce que c'est quelque chose comme ça qui éventuellement peut se profiler, ou pas d'ailleurs, de ce mélange entre l'animal que nous sommes et la machine que nous sommes en train d'inventer, là, est quand même une question, alors là, ontologique, qui dépasse l'entendement de tout un chacun, qui est posée par un certain nombre de penseurs et de philosophes aujourd'hui, et je trouverais
intéressant que du point de vue d'où vous parlez, vous puissiez avoir une réflexion sur ce sujet. Je crois que le collège a une proposition, ils ont déjà pris la décision de la continuité, on va dire, mais on va leur laisser l'annonce. Cet après-midi, nous présenterons un nouveau département que voilà. nous allons créer au mois de janvier, qui va s'appeler Humanisme numérique. On prendra un bon temps pour vous le présenter, parce qu'effectivement, on a fait la même constatation que vous, que c'était encore bien plus prégnant et profond que nous l'imaginions au départ.